Sport & Chill, la parole aux chillers. Et bonsoir à tous et bienvenue dans cette deuxième parole aux chillers. C'est sur le cyclisme aujourd'hui. On avait commencé avec du football, avec la Super League européenne, avec certains chillers. Et là, on remet le couvert, hein, comme on dit, avec du cyclisme que je vous l'ai dit. Et un sujet bien précis sur la next gen. On a pris ce petit verbe au tennis. On parle souvent ça de next gen au tennis, mais là, on va parler au cyclisme. Donc la génération future dans le cyclisme mondial. On va en parler une bonne demi-heure avec deux chillers, voire même plus, hein, avec l'animateur en chef Romain et Guillaume en direct d'Amsterdam. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Et bonsoir à toi, Florian. On va commencer sans plus tarder, hein. Je vais faire une petite introduction, mais avant ça, on va parler donc en trois parties de cette parole est aux chillers. On va commencer avec les coureurs du Tour. Ce qu'on appelle les coureurs du Tour, c'est ceux qui peuvent potentiellement gagner les grands tours. Donc la next gen là-dessus. On va parler par la suite des chasseurs d'étapes. Ce qu'on a appelé comme ça, c'est ceux qui peuvent aller chercher des étapes du Tour de France, des étapes du Giro ou de la Vuelta, voire peut-être plus, on en discutera par la suite. Et on finira par les coureurs de classique ou les chasseurs de classique, comme vous voulez. Voilà, les classiques du cyclisme, on en connaît plusieurs, notamment le Paris-Roubaix en France. On parlera de référencé d'ailleurs dans cette partie-là. Sans plus tarder, une petite introduction pour mettre en contexte pour les auditeurs. Donc les années 2019 et 2020 ont définitivement marqué l'éclosion et la confirmation des jeunes talents du cyclisme au premier plan, des jeunes vainqueurs des grands tours à des victoires sur des classiques mythiques en passant par des victoires d'étapes sur les 3 grands tours. Les jeunes ont pris le pouvoir sur le cyclisme mondial. Ils étaient pourtant presque inconnus il y a de cela quelques mois. Ils sont aujourd'hui sur le devant de la scène, de nationalités différentes. Ils représentent le cyclisme mondialisé dans son excellence. Aux premiers vainqueurs colombiens ou slovènes du Tour de France, aux classiques acquises encore et toujours aux membres du Benelux, Belgique ou encore les Pays-Bas, en passant par des nations toujours plus au premier rôle, comme l'Italie, le Royaume-Uni ou la Suisse. Nos jeunes talents nous offrent véritablement une génération dorée. Nous allons parler aujourd'hui donc de cette next gen du cyclisme avec nos prospectives sur l'avenir et sur les performances qu'ils ont déjà réalisées. Premièrement, comme je vous l'ai dit, on évoquera les coureurs de grand tour avant de parler des courses du tour et ensuite des courses à étapes avec les classiques. Il est évident qu'au-delà de leur talent, les jeunes champions sont aussi polyvalents, ce qui peut arriver, les placer dans plusieurs catégories. On en parlera par la suite. Mais avant cela, une petite question introductive à vous poser, messieurs. Avant d'aborder cette nouvelle génération-là, est-ce que vous pensez que l'ancienne génération, je parle notamment des plus de 30 ans, parce qu'on ne parle pas des 25-30 ans comme peut l'être Julien Lafilippe, mais bien des plus de 30 ans, c'est-à-dire Quintana, Froome, Gahan Thomas, Peter Sagan, Richie Porte, Nibali ou encore Primož Roglič, pourront d'ici 2021 encore gagner des grands tours selon vous ou des classiques? Écoute, Florian, je vais prendre la première question. Tout d'abord, pour te répondre, moi, je pense que certes, il y a un changement de génération. On est vraiment à un moment charnière pour le cyclisme, avec de nombreux nouveaux noms qui émergent, dont on parlera très vite. Mais pour autant, dans l'immédiat, à court terme, pour la saison 2021 notamment, certains des coureurs qui ont plus de 30 ans risquent d'avoir encore des opportunités de remporter des grandes courses. Je pense notamment au Grand Tour et à un homme que tu cites, hein, le dernier, Primož Roglič, actuellement d'ailleurs en tête de la Vuelta qu'il avait remportée déjà en 2019, qui est, comment dirais-je, une compétition, les grands tours, qui fait souvent la part belle
aux coureurs un petit peu expérimentés, qui ont plus de 30 ans. Alors même si cette année a dérogé à la règle, je pense qu'il y a des coureurs qu'on peut revoir à l'image de Roglic. Pour autant, je pense qu'il faut voir ça de manière différenciée. Pour des coureurs comme Nibali, comme Christopher Froome ou encore Nairo Quintana, ce sera un petit peu plus difficile. Après, il y a un seul coureur que tu as pu citer qui n'est pas un coureur, j'allais dire, De du classement général. général, c'est Peter Sagan. Effectivement, cette année a été moins bonne pour lui. J'attends de voir quels seront ses choix, s'il se repositionne sur les classiques ou sur les grands tours pour aller remporter de nouveau, par exemple, le maillot vert sur le Tour de France, que je pense qu'il fera. Et je crois qu'il est encore en mesure d'agrandir son palmarès. Tu lui conseillerais quoi, juste avant de passer à Guillaume, à Sagan? De rester sur les Euh, classiques ou enfin, de rester sur le sprint ou plutôt d'aller sur les classiques uniquement? Ouais, moi je ferais plutôt un choix porté sur les classiques, sachant qu'au sprint, c'est quand même un domaine dans lequel il est dominé désormais, avec une différence près, c'est celle de la course au maillot vert, où on sait qu'il est en mesure de prendre des points sur d'autres étapes. Et Ouais. typiquement, je pense que Peter Sagan Et typiquement, continuera et aura raison de continuer à venir sur le Tour de et France dans la perspective du maillot vert plus que pour gagner des étapes. justement, d'ailleurs, la discipline du maillot vert, c'est peut-être l'une des spécialités où la jeunesse triomphe plus facilement parce il faut du punch, quoi. Guillaume, sur cette première question, quel est ton sentiment? Moi, je suis romain. Effectivement, Roglic va encore peser sur les grands tours pour sûr. Peter Sagan va aussi encore peser sur la course au maillot vert. Je le vois remporter la course au maillot vert l'année prochaine. Il n'est pas passé loin cette année, en quelque sorte. Sur 2 étapes, il se rate un saut de chaîne et une disqualification. Sinon, le maillot vert il était pour lui. Donc moi, je le vois encore gagner. Moi, je conseillerais à Sagan, je vois bien Sagan gagner Paris-Roubaix dans les prochaines années, l'année prochaine ou et encore après. Mhm. C'est une course qui se joue qui se joue loin, qui se joue pas vraiment au sprint à la fin, mais il lui restera ce punch à la fin et il aura cette tactique de course, il aura cette force pour passer les pavés. Moi, je vois bien Peter Sagan sur Paris-Roubaix Ok. et Roglic encore gagné. Après, c'est pas cité, mais c'est pas des joueurs qui ont 30 ans, mais Romain Bardet, Thibaut Pinot, Alaphilippe, cette génération française qui vient au milieu, qui a pas Ouais. si longtemps considéré comme la next gen. Euh, je les vois bien peser et se battre beaucoup avec ces nouveaux coureurs qu'on va évoquer. Oui, pour information, j'ai vu tout à l'heure, je crois que Alaphilippe a 27-28, Bardet 29 et Pinot a eu 30 ans. Donc oui, c'est un peu dans cette génération-là, surtout Pinot qui commence bon, ça c'est un autre débat, mais qui commence à vieillir tout simplement. On va parler du cœur du sujet, hein, la nouvelle génération, en commençant premièrement par les leaders, si on peut les appeler comme ça, les coureurs de tour, ceux qui peuvent gagner un grand tour dans les années à venir ou qui l'ont déjà gagné. On a sélectionné cinq cyclistes là qui ont déjà fait au moins un top 5 dans l'un des grands tours, voire mieux. Si je me trompe pas, peut-être celui qui a fait le moins bon résultat, c'est peut-être Enric Mas, peut-être avec un top 4, je crois. Donc je vous l'ai dit, donc Tao Geoghenaert, hein, l'actuel vainqueur du Giro cette année, Enric Mas, comme je vous l'ai dit, qui a déjà fait top 4 au Tour de France, Jay Hindley de ce Giro également et sa bataille contre Geoghenaert, Egan Bernal, ancien vainqueur du Tour de France l'année dernière, et le vainqueur du Tour de France cette année, Tadej Pogacar. Première question à vous poser sur ces coureurs de Tour. Parmi ces coureurs, 3 d'entre eux ont fait des performances cette année. Donc Pogacar au Tour et Hindley et Geoghenaert au Giro. Dans cette saison un peu spéciale et parfois peut-être sans concurrence, on a eu de nombreuses blessures sur le Tour de France et le Giro, ainsi qu'évidemment le Covid. Est-ce que dans une année dite classique pour l'avenir, est-ce qu'ils seront vraiment au niveau d'aller chercher un autre podium? Bah, je vais prendre la première Ouais. réponse. Pour moi, Pogacar est à part. Bien sûr, lui, il est prêt. Quand tu remportes le Tour de France avec la compétition qu'il y avait, la concurrence qu'il y avait, lui, il est prêt pour écraser le cyclisme des grands tours, je pense. Il a fait ses preuves, on l'entendait avant, il a fait ses preuves. Geoghenaert et il est, c'est
c'est différent, je pense. Ils ont profité quand même d'un Giro, pour moi, qui était assez faible en termes de favoris à la victoire finale. Euh, Quand on voit que Nibali était encore cité parmi les favoris, et c'était pour moi une concurrence assez faible. Mhm. Euh, Ils m'ont cependant vraiment surpris. J'ai adoré Hindley. Vraiment, il m'a vraiment surpris. J'ai adoré son style. J'ai vraiment apprécié. Goggenhardt a gagné et il a prouvé qu'il pouvait gagner. Il a prouvé que c'était un coureur très complet. Aussi durant ses années, ces années en junior, il a été très complet, surtout en contre-la-montre. Et aujourd'hui, il a montré qu'en montagne, il pouvait tenir. Et aussi, on l'a aussi vu performer sur les classiques en espoir. Il a fait 2 fois troisième de Liège-Bastogne Espoir. Donc pour moi, c'est un coureur qui est très Ouais. complet, qui est dans une équipe britannique, Ineos, qui aime bien mettre en avant les Britanniques, et il est britannique. Donc c'est vraiment un mec sur qui Ineos peut miser. Et s'il mise sur lui, ça peut faire très très mal dans les prochaines années. Romain, tu confirmes cette vision Ouais, de... je confirme. Je dirais que Jay Hindley a été la bouffée d'air frais du cyclisme mondial, le coureur vraiment inattendu qui termine sur un podium de grand tour. Malgré tout, même s'il avait performé en jeune, c'est vraiment un petit peu la surprise du chef. Il est très bon en montagne, beaucoup plus limité dans l'exercice chronométrique. C'est d'ailleurs là-dessus qu'il perd le Mm. Giro face à Tao Gegenhardt. Donc moi, je le vois plutôt comme un petit grimpeur de poche qui sera parfois leader, parfois lieutenant en montagne, mais qu'on verra peut-être plus difficilement, en tout cas dans l'immédiat, jouer le classement général sur les grands tours. À l'inverse, sur ce même Giro, Tao Gegenhardt, c'est un coureur qui a été formé au sein de l'équipe Axeon, l'équipe d'Axel Merckx. C'est un jeune talent qui est dans une formation qui joue le général sur les grands tours Ineos. Et j'irai même plus loin. Pour moi, je pense que c'est peut-être le Britannique le plus talentueux. Donc, si on laisse son talent véritablement s'exprimer et qu'on lui donne le leadership régulièrement sur cette équipe Ineos, il n'a seulement que 25 ans, il peut réaliser vraiment des grandes choses avec des très bonnes capacités en chrono, tout à fait solide en montagne. Pour moi, on reverra Gegenhardt. Mm. Pour Pogacar et Egan Bernal, ça va de soi. Et juste peut-être petite remarque par rapport à ce que tu disais plus tôt, Florian, dans ton introduction. En fait, tous les 5 ont terminé déjà sur le podium d'un grand tour, sachant qu'Henrik Mas, ça remonte déjà il y a 2 ans, mais avait terminé deuxième Oui. de la Volta en 2018. Tu fais bien de confirmer. D'ailleurs, j'avais aussi un détail en plus à dire. On a pris évidemment les coureurs de la Next Gen qui ont moins de 25 ans par rapport évidemment au classement maillot blanc des différents tours qui voilà, le classement est fixé sur moins de 25 ans. Et même, Juste, du coup, peut-être en conclusion, d'ailleurs, pour être vraiment clair hein, sur mon propos, par rapport à ceux qu'on a vus cette année, donc peut-être qu'on voit, enfin, on mettrait peut-être moins en évidence cette saison, ça n'empêchera pas de les revoir Henrik Mas et Egan Bernal, mais par rapport aux 3 autres, si je devais les classer parmi ceux que je pense qu'on a le plus de chances de retrouver en haut de l'affiche dès la saison prochaine sur les grands tours, je dirais 1 Pogacar, 2 Gegenhardt, 3 Hindley. ok, ok. Après, c'est vrai que Pogacar, par rapport aux deux autres, a prouvé qu'en contre-la-montre, il était l'un des meilleurs. Oui, Moi, j'y croyais pas au Tour de France qu'il pouvait aller, parce que pour moi, c'était sûr que Primoz Roglic allait tout défoncer au contre-la-montre. Je me suis un peu trompé parce que en 2019, il est champion du monde de contre-la-montre de Slovénie, donc devant Primoz Roglic, et En il est 2020 également, d'ailleurs. en 2020 également, bah, tu fais bien de me le dire. Et, et il nous a étonné par sa précocité parce que il y a beaucoup de cyclistes, et notamment quand ils sont jeunes, et notamment nos Français, qui ont du mal avec la discipline de contre-la-montre, et lui, il est déjà rodé là-dessus, quoi. oui. Et parmi ces 5 noms, c'est le seul avec Egan Bernal. Enfin, c'est même le seul tout court, parce qu'Egan Bernal, il y avait eu que le Tour de France l'année dernière. Donc, c'est le seul à avoir déjà terminé 2 fois sur le podium d'un grand tour, Mm. sachant qu'il avait terminé sur le podium de la Vuelta la saison dernière et qui remporte la plus grande course du monde, le Tour de France, cette année. Tout ça à simplement 22 ans aujourd'hui. Lorsqu'il a gagné le Tour, c'était même 21. C'est tout simplement ahurissant. Ouais. Guillaume? Oui,
Pour moi, Gegenhardt est aussi de très solides références en espoir en contre-la-montre et je pense que ça va. Je pense qu'il va aussi. Il est rassurant là-dessus aussi. Pogacar est au-dessus aujourd'hui, mais Gegenhardt a Mm. aussi une base très solide en contre-la-montre. On a un peu mentionné Hendrik Mas. Pour moi, Hendrik Mas, c'est un peu bizarre. J'ai l'impression qu'il est un peu limité. J'ai trouvé sur les 2 derniers Tours de France avec la Quick Step limité et cette année avec Movistar aussi limité. Pour moi, il a pas cette étincelle qui peut faire basculer une étape, un tour. Et aussi, en plus de ça, il est très faible en contre-la-montre. Alors aujourd'hui, j'ai un peu regardé, il a eu le leadership sur quatre grands tours, donc 2 fois la Vuelta et 2 fois le Tour de France, si je ne me trompe pas. Mm. Il s'est approché vraiment une seule fois de la victoire, c'est sur cette Vuelta remportée par Simon Yates il y a 2 ans, je crois. Oui, tout à fait. Euh, donc pour moi, il lui manque quelque chose. Il a été un peu Et à bridé l'inverse, aussi il y a 2 ans avec Julien, parce qu'il n'était pas le leader légitime de ce coup-là. bah, il était leader de base, mais il n'a même Oui, pas su. ouais, ouais. Julian a pris le leadership et il n'a même pas su accompagner Julian dans la haute montagne, quoi. J'étais un peu déçu. À l'inverse, Hindley, moi j'ai trouvé, je l'ai pas vu beaucoup, mais j'ai trouvé qu'il a cette étincelle. Et d'ailleurs, il remporte une étape au Giro. Et il a cette étincelle, j'ai l'impression, qu'il va lui faire gagner des étapes. Et peut-être, à force de gagner des étapes, il va peut-être ainsi postuler à prétendre à un grand tour. Mm. Donc Ouais. voilà. Euh, Après, je pense qu'il y a un dernier élément à mentionner peut-être sur ces coureurs-là, c'est aussi les équipes dans lesquelles ils évoluent. Alors bon, ça ne fait pas tout. La preuve en est, Tadej Pogacar a remporté le Tour de France avec une équipe UAE qui n'était pas forcément très forte. Mais je pense à ce que tu dis, Guillaume, sur Jay Hindley. Il est dans une équipe Sunweb qui est l'équipe parfaite pour chasser des étapes, qui s'est retrouvé presque par défaut à jouer le général sur le dernier Giro, même s'ils avaient Wilco Kelderman. Donc la question, si Hindley reste dans cette équipe, c'est est-ce que ils vont jouer sa carte sur les prochains grands tours. on va passer à la suite. On parlait donc des vainqueurs du Tour de France, Tadej Pogacar et Egan Bernal. Alors on sait que le Tour de France est la course la plus prestigieuse au monde. On risque de revoir une concurrence assez féroce au Tour de France. Est-ce que vous conseillerez à ces deux-là d'aller toujours, enfin, de rester sur le Tour de France ou d'aller chercher des autres grands tours avant de revenir sur le Tour? C'est difficile à dire. Voilà, quand tu as déjà gagné le Tour de France, tu es attendu. Ils ont toutes les raisons d'y revenir et je pense que ce soit pour l'équipe Ineos ou l'équipe UAE, ils vont aligner de nouveau Bernal et Pogacar sur le Tour de France l'année prochaine. Après, tu disais, est-ce que vous leur conseillez? Moi, je leur conseillerais à minima de tenter leur carte sur un Hmm. deuxième grand tour, effectivement. Parce que cette question, Peut-être le Giro qui est très prestigieux. Bon. cette question, ça en vient à ma dernière question de cette première partie, avec la concurrence qu'il y a au sein même de leurs équipes. On a parlé de Goggenhardt, mais Bernal est dans la même équipe Ineos. On risque d'avoir peut-être des Henrik Mas, pour Henrik Mas peut-être des difficultés dans son équipe. Jay Hindley, je me trompe, je me rappelle plus exactement dans quelle équipe il est, peut-être pour m'aiguiller Sunweb. là-dessus. Ouais, Sunweb. La Sunweb, ah non, ouais, la Sunweb, à part Hirschi, qui serait peut-être plus sur le tour. Bah, si, Kelderman, blague à Est-ce- part. Oui, non mais oui, c'est vrai, non mais c'est vrai. si, si je peux me permettre, Oui. pour moi, il y a deux dynamiques différentes. Si on parle vraiment des 2 derniers vainqueurs du Tour de France, il y a Pogacar qui est dans une situation un peu la même situation que Bernal l'année dernière, mais en plus, il a cette solidité en contre-la-montre. Bernal, il reste sur des énormes échecs, sur un énorme échec au Tour de France. Et aussi, Bernal, il est blessé aujourd'hui. Et de ce que j'ai compris, il est blessé aux deux et ça va aussi impacter sa saison 2021 parce que c'est une blessure qui va prendre du temps à se résoudre. Donc pour moi, Bernal, en 2021, je ne le vois pas faire grand-chose. Et je pense qu'il doit tout recommencer, qu'il doit essayer de se faire oublier et peut-être recommencer par viser un Giro ou un Tour d'Espagne. Ouais. Et à l'inverse, Pogacar, vainqueur sortant du Tour de France, tu es obligé de retourner au Tour de France. Tu es obligé Ouais. t'es obligé de retourner au Tour de France. Après, Bernal, on parle des jeunes, mais on a oublié de dire qu'il reste toujours Geraint Thomas, qu'il y a Yates qui vient d'arriver chez Ineos.
Pour nous, Euh, Geraint Thomas, comme on l'a dit, bon, Froome qui part, mais Geraint Thomas, c'est fini, je pense. Je pense clairement que c'est fini. Quand tu as un gars comme Gegenhardt, comme Egan Bernal, c'est eux Comme qui Richard vont. Carapaz aussi. Oui, oui, Carapaz, Carapaz, oui, oui, bien sûr. Oui. c'est eux qui vont prendre le devant. C'est eux qui vont prendre le devant sur les grands tours. Alors, juste pour finir sur Egan Bernal, moi je pense que 2021, ça va être très très dur pour lui. Et il va falloir, j'attends plus en 2022. Et je le verrai bien plutôt sur un Giro, un Tour d'Espagne en 2022 pour repartir. Et Mhm. après, 2023, 2024, revenir sur le Tour de France. C'est très dur. Les coureurs souvent ne font pas ça. Rater 2 années d'affilée le Tour de France, il y en a très très peu qui l'ont fait. Mais je pense que ça lui ferait du bien. Et à l'inverse, Pogacar, pour moi, ce gars est énorme. J'ai rien à dire, j'ai l'impression qu'il peut gagner partout. C'est impressionnant. Y Romain, oui, compris sur les classiques. Romain, juste pour terminer cette question et après on passe à la seconde partie. Oui, effectivement, il y a des situations, en tout cas déjà de leadership différentes, c'est-à-dire que Tadej Pogacar, au-delà du fait qu'il est sur une autre dynamique, en pleine possession de ses moyens, contrairement à Egan Bernal sur cette saison, et comme l'expliquait Guillaume avec sa blessure au dos, peut-être pour la suivante, dans l'équipe UAE, la hiérarchie, elle est claire. Encore plus quand on voit les performances de Tadej Pogacar cette année. À Ineos, il faut qu'on composer avec une densité de leader toujours plus importante, même si Christopher Froome ne sera pas là l'année prochaine. Il sera remplacé par Yates, c'est pas plus mal. Donc du coup, je pense qu'effectivement pour Egan Bernal, la question se pose plus d'aller s'exporter sur d'autres grands tours. Pour y performer ou non, on verra bien dès l'année prochaine. Alors que Tadej Pogacar risque de se concentrer à nouveau sur le Tour de France et je dirais qu'il aurait plutôt raison de le faire. Plutôt raison de le faire. On reverra sans doute aussi Ouais. Enric Mas, tu citais la Movistar sur le Tour de France l'année prochaine. Mais je confirme que pour celui-ci, j'ai l'impression aussi qu'on atteint un petit peu les limites de ses possibilités, un peu un plafond de verre. C'est également ce que je constate sur ses dernières performances sur la Vuelta, où il risque cette année d'être en mesure d'aller chercher le top 5, mais où il trouve toujours meilleur que lui. Oui. On va passer du coup à cette seconde partie sur les chasseurs d'étapes. On reste sur les grands tours. Hein. On pourrait évoquer aussi les classiques hein, pour ces cyclistes que je vais citer, mais c'est plus sur aller chercher des étapes dans les grands tours. Je vous les cite hein, tout simplement. Lennart Kamna qui avait fait forte impression ce dernier Tour de France. Pavel Sivakov, le franco-russe de l'équipe Ineos qui commence aussi son Tour de France cette année. Alexander Vlasov de Astana, un des successeurs de Vinokourov ou non. Daniel Martinez de Education First, si je ne me trompe pas. Oui. Joao Almeida, qui a fait une bande partie du Giro en maillot rose. Et nos Français, David Gaudu pour la FDJ et Clément Champoussin pour AG2R, la mondiale. Avant de parler des Français, sur les coureurs étrangers que j'ai cités, est-ce que vous pensez que certains pourront dépasser un cap de la victoire d'étape uniquement et jouer un jour le général sérieusement? Et quand j'entends par sérieusement, j'entends évidemment au moins un podium de grand tour. Moi, j'ai Peut-être. tendance à penser Ouais, vas-y, Romain. que dans cette liste, pour le coup, il y aurait un seul coureur qui aurait vraiment cette capacité d'élever son niveau, même si on attend de le voir plus régulièrement au World Tour. Là, on le découvre vraiment sur le Tour d'Espagne. C'est Alexander Vlasov de l'équipe Astana, qui est actuellement huitième de la Vuelta. Cette année, on l'a vu aussi au Mont Ventoux dénivelé challenge au cours de l'été où il s'est imposé. Je pense que ce jeune a vraiment un talent très important. Il est à l'aise dans les forts pourcentages. De ce que j'en sais, même si je ne l'ai pas encore assez vu dans cet exercice, il n'est pas non plus mauvais dans l'exercice du chrono. Donc pour moi, c'est un coureur qui jouera les classements de grand tour. Et je ne sais pas vraiment jusqu'où il peut aller, mais je crois qu'il a dans les jambes un podium sur les grands tours, alors que parmi les autres, on pourra peut-être en toucher deux mots sur certains. Je pense qu'il y a des purs chasseurs d'étapes
à l'image de Lennart Kamna, qui aurait tort même de viser autre chose. Et puis, sinon, il y a des coureurs qui pourront peut-être viser des top 10, mais pas forcément passer un cap jusqu'à être leader pour gagner un grand tour. Guillaume, est-ce que tu confirmes, est-ce que tu voyais la même personne? Oui, alors ce qu'il faut faire attention, c'est qu'il y a deux coureurs, Lennart Kamna, Pavel Sivakov, qui ont quand même un profil très bon contre la montre et aussi bon grimpeur. Et comme disait Romain, je pense qu'ils sont très bons dans ces deux domaines-là, qui sont des domaines importants pour gagner un tour, mais c'est pas les meilleurs. Et je pense qu'ils auraient tort de chercher à viser un grand tour. Et ils devraient continuer à mettre en avant ses capacités de contre-la-montre et de grimpeur pour chasser des étapes de montagne, des étapes de baroudeur. C'est d'ailleurs être fort en contre-la-montre, ça permet de faire un effort solitaire et de bien tenir dans des montées tout seul. Et être grimpeur, c'est aussi important pour gagner les étapes de montagne. Donc je pense que vraiment que Lennart Kamna est dans une équipe en plus Bora qui chasse ses étapes. Donc c'est parfait pour lui, il doit continuer comme Mm. ça. Euh, et j'aimerais bien faire un pareil, on en parlera plus tard, mais un gars comme Rémi Cavagna il devrait peut-être s'inspirer de Lennart Kamna. Et j'aimerais bien qu'il devienne un peu plus comme lui pour aussi chasser des étapes. Bon, on en parlera plus tard. Ouais. Pour moi, Lennart Kamna, vraiment chasseur d'étapes, il doit rester là-dedans. Il pourrait se transférer dans un grand tour, mais il devrait rester sur un chasseur d'étapes, je pense, pour continuer. Pavel Sivakov, un peu le même profil pour moi, mais qui est dans une équipe Ineos on ne sait pas comment ils vont tourner en 2021. En 2020, ils ont commencé en restant sur leur stratégie, mais ils ont rapidement changé leur fusil d'épaule en devant une équipe qui nous a surpris, en attaquant de partout, faisant des duos en attaque, mettant des pistons à différentes échelons de la course pour remporter les étapes. Alors si Ineos se transforme et se transforme en une équipe qui va aussi chasser des étapes, Sivakov peut devenir un bon chasseur d'étapes. Si Ineos retourne sa stratégie avec tous ses leaders et vraiment on reste tranquille, on reste dans le peloton, on contrôle la course, bah, Sivakov, ça va même pas être un gars qui va remporter des étapes, ça va être un très très bon équipier, mais qui va pas aller plus loin, quoi, pour Justement, tu moi. as commencé à répondre à ma question. On parlait de Kamna, qui était chez Bora, qui vise plus le maillot vert avec Peter Sagan. Est-ce que justement ça le limite pas le fait que ben, son équipe, l'équipe Bora Non, est complètement fixée non, sur Sagan et ils se disent bah non, on peut pas jouer le maillot jaune non, puisque parce juste. que bah, Ouais, ouais. il faut pas qu'il vise le maillot jaune, Kamna. Il faut pas qu'il vise le maillot jaune. Et le maillot vert n'entrave pas la victoire d'étape sur l'étape de baroudeur. Mhm. Donc Kamna, il est dans une équipe, il est parfaitement à sa place. Je pense qu'il est dans les meilleures conditions pour vraiment devenir quelqu'un très important sur les étapes du Tour de France et Tour de Vuelta, Giro. C'est parfait. Sivakov, lui, risque d'être limité. Même si Ineos décide de partir sur une stratégie offensive, ils laisseront jamais tomber les grands tours et les équipiers seront limités sur la plupart des étapes. Oui, parce que Sivakov restera peut-être, enfin, s'il bouge pas de Ineos, il restera le coéquipier modèle, hein. Et effectivement, il est bloqué par son équipe pour moi. Et, Qu'est-ce et, que tu en Ouais, penses, et Romain? justement, ouais, peut-être Romain, bah, peut-être réagir sur Joao Almeida, qui est à la Deceuninck Quick Step, qui a de nombreux, on peut les citer, hein, coureurs à étapes, coureurs de classique, coureurs des punchers, dont notre Julien Alaphilippe. Est-ce que justement, lui devrait se concentrer uniquement sur la victoire finale dans un grand tour plutôt que la victoire à étapes, même si c'est plutôt le profil, quoi. ouais, c'est compliqué de Joao Almeida parce qu'effectivement, il est dans une équipe qui lui a permis justement d'élever son niveau, l'équipe de Conin Quick-Step, qui a pas pour habitude de jouer les classements sur les grands tours. Alors, effectivement, il a été porteur du maillot rose une bonne partie de la course sur le dernier Giro, pour autant. Il y a Julien Alaphilippe, qui est en plus maintenant notre champion du monde, qui va forcément, j'allais dire, euh, prendre beaucoup d'attention pour l'équipe sur les choix de course, sur les équipiers à lui mettre autour. Et donc pour Almeida,
une saison comme l'année prochaine, il aura moins l'occasion de s'exprimer. Après, j'ai l'impression que justement, étant à la fois très bon contre la montre et efficace en montagne, sans faire partie des meilleurs grimpeurs, il aurait intérêt à essayer de jouer sa carte sur les grands tours. Je ne suis pas forcément persuadé qu'il soit en mesure d'aller remporter ce type de course, mais en tout cas de finir bien positionné. Et je pense qu'il aurait tort de ne pas s'y essayer à nouveau comme il l'a fait sur le dernier Giro. Après, voilà, je pense que vraiment le fait que son équipe soit sur d'autres objectifs vont l'handicaper. Pour Kamna, pour moi, c'est vraiment pas le même profil, même s'il est aussi bon en chrono. Déjà, il n'est pas tout autant que Almeida, et je crois que c'est vraiment un coureur pour aller gagner des étapes et pour pas se poser de questions. Et Sivakov, pour moi, c'est vraiment la concurrence dans l'équipe parce que je crois que lui aurait sinon le potentiel pour jouer des classements généraux. On n'a pas parlé de beaucoup des autres, mais il faut qu'on passe à nos Français. Donc on peut parler évidemment donc, de Clément Champoussin ou David Gaudu, voire on en a parlé hein, avant cette parole aux Chillers de Aurélien Paré-Peintre qui a fait un top 15 je crois au Giro. Peuvent-ils gagner de nombreuses courses à étapes? Bon, on a vu que Gaudu en a gagné une à la Vuelta dernièrement. Mais peuvent-ils aller chercher peut-être une victoire finale dans un grand tour, d'autant plus dans une équipe française pour vous? Guillaume, peut-être? Bah, pour moi, je vais surtout parler de Godu parce que c'est celui que j'ai le plus vu et que je maîtrise le plus enfin, maîtrise le plus, que je perçois le plus. Pour moi, David Godu, il a un énorme problème, c'est qu'il est dans une équipe française FDJ où il est bloqué par Thibaut Pinot et par cette obsession de gagner le Tour de France. David Gaudu, il a été impressionnant l'année dernière sur le Tour de France. Il a vraiment aidé Thibaut Pinot et m'a vraiment impressionné. Et je pense qu'il a un énorme potentiel, ce garçon. Sur le deuxième Tour de France cette année, il chute malheureusement, donc inutile. Mais on peut rien dire quand on va zapper ce Tour de France pour lui. Et là, on voit sur cette Vuelta, il est libéré de Thibaut Pinot pour la première fois et il remporte une étape. Il est pas loin au général. Et non pas des moindres l'étape, une Voilà. belle étape de montagne. Ça. Du coup, moi, David Gaudu, j'attends de le voir je sais pas, pour moi, il doit continuer à chasser des étapes. Le problème, c'est qu'à la FDJ, il va être limité, un peu comme Sivakov à Ineos. La FDJ, c'est tout pour Thibaut Pinot. C'est tout dans une stratégie un peu copier-coller, mais moins fort de ce que faisait Ineos et ce que fait maintenant Jumbo. C'est un peu. En vrai, je lui conseillerais de partir de FDJ et de tenter sa chance ailleurs, comme a fait un Warren Barguil quand il était. Je sais plus où il À la était. Sunweb, peut-être, non? C'est la Sunweb, c'est ça, quand il était avec Ouais, je crois. Degenkolb, l'équipe avec Degenkolb. Ouais, tout à fait. C'était Ouais. son web. Voilà. Donc là, il pourrait s'exprimer et vraiment aller chasser beaucoup d'étapes dans d'autres équipes. La FDJ, ah oui, il est important pour. Si Thibaut Pinot veut gagner le Tour de France, David Gaudu est indispensable à ça. Maintenant, qu'est-ce qu'il veut faire? Est-ce qu'il veut aider son pote Thibaut Pinot ou est-ce qu'il veut jouer sa carte perso et devenir un chasseur d'étapes? Romain, peut-être parler des deux autres, si tu le veux bien, Champoussin et Paré-Peintre, qui sont tous les deux chez AG2R. Est-ce que ils peuvent faire quelque chose, faire une grande carrière chez l'équipe française, comme a pu le faire Bardet, même s'il n'a pas gagné, ou justement pour gagner un grand tour, ils doivent s'exporter, aller ailleurs ou dans une équipe étrangère notamment. En fait, il se retrouve surtout dans une situation particulière, c'est que Guillaume parlait de la FDJ qui progressivement est devenue l'équipe française par excellence de Grand Tour, et ben en même temps, celle qui l'était auparavant AG2R est en train de muter. On pense notamment à un recrutement comme celui de Greg Van Avermaet et le fait que Romain Bardet part de cette équipe-là. Une équipe du coup qui semble sur le papier, en tout cas dans l'immédiat pour les 2-3 prochaines saisons à minima, se tourner plutôt
vers les classiques et vers les victoires d'étape sur les grands tours plutôt que jouer le général. Donc pour eux, ils se retrouvent dans une situation pas évidente, mais où en même temps, ils ont leur carte à jouer parce que justement, ils n'auront pas forcément de concurrence parmi les coureurs voulant jouer leur carte sur les grands tours. Je pense que pour le moment, étant vraiment très jeunes, ils ont quand même intérêt à rester dans cette formation AG2R et que même si les objectifs pourront être un peu différents chez AG2R, ils n'auront pas forcément une équipe pour les encadrer, mais ils sont encore tellement jeunes que leur premier enjeu, c'est de se faire voir sur les grands tours, de se tester individuellement, à suivre les groupes de favoris pour voir justement où se situent leurs possibilités. Et donc moi, je crois qu'on risque de les revoir à l'avenir jouer le général Mm. avec AG2R. Après, voilà, c'est vraiment des coureurs qu'on a découverts sur cette année 2020 et encore avec parcimonie sur quelques petites courses. Bon, Aurélien Paré-Peintre sur le Giro où il termine 16e, Clément Champoussin qui a fini là par un peu craquer au général mais qui a tenu longtemps avec le groupe des favoris. C'est trop compliqué et trop peu évident pour le moment de leur mettre une pression et de s'imaginer qu'ils puissent gagner un grand tour. Ils ont du potentiel, il faut attendre de voir à plus long terme et plus globalement sur ta question, je crois qu'on a de nouveau des jolis petits talents qui arrivent, mais il faut les polir, tous trois, David Godu, Clément Champoussin, Aurélien Paré-Peintre et potentiellement les prochains qui suivront, mais ils n'ont pas non plus le même potentiel, le même niveau que les plus grands de leur même génération à l'étranger. Et c'est pour ça que je ne suis pas quand même convaincu qu'on regagne un grand tour de cycle. Joueurs de classiques, les chasseurs de classiques. Je vous les cite, Filippo Ganna, bah, on a parlé avec le Giro qui a tout raflé en contre-la-montre notamment et qui est champion du monde de contre-la-montre. Wout van Aert, grosse saison cette année, coéquipier modèle, voire plus que ça, vainqueur de plusieurs classiques, mais vainqueur surtout aussi de vainqueur d'étapes. Donc il sait tout faire, hein, le plus peut-être polyvalent de tous. Marc Hirschi, qu'on a vu dans ce Tour de France, le Suisse, qui a fait jeu égal des fois avec Julien Alaphilippe sur de nombreuses, voire mieux même que Julien sur de nombreuses étapes du Tour de France. Mats Pedersen, l'ancien champion du monde l'année dernière. Remco Evenepoel, peut-être l'une des plus grosses révélations et des plus gros espoirs dans le cyclisme mondial. Et Mathieu Van Der Poel, que je ne présente plus non plus, un grand espoir, vainqueur aussi de plusieurs classiques ces dernières années, et aussi très jeune comme tous ceux que je viens de vous citer. Les trois Français, Benoît Cosnefroy, qui a fait des belles performances sur les classiques cette année, des podiums, si je ne me trompe pas. Rémi Cavagna, très bon en contre-la-montre, qui lui aussi peut aller chercher des étapes sur des grands tours. Et Valentin Madouas aussi, lui aussi jeune, et qui a des bonnes performances, notamment cette année. On va commencer avec les contre-la-montre. On va parler de cette spécialité du cyclisme qui est le contre-la-montre, qui a vu l'avènement cette année d'un crack, peut-être entendu parler chez les spécialistes de cyclisme, Filippo Ganna, l'italien. Est-ce que dans ces prochaines années, très rapidement, messieurs, ça sera le duel entre Filippo Ganna et Evenepoel sur les contre-la-montre, dans les grands tours ou dans les championnats du monde? Moi, j'ai tendance à dire que oui. Je pense que vraiment, ils sont au-dessus du lot. Filippo Ganna a remporté les trois chronos du Giro, donc même dans un Giro amoindri, c'est tout à fait exceptionnel que de remporter l'ensemble des chronos. Il avait déjà bien performé lors des championnats du monde des dernières années. Cette année, il s'impose. Il est dans une équipe Ineos où c'est un exercice qu'on lui fait travailler de manière parfaite. Moi, je pense qu'on risque de le revoir champion du monde du contre-la-montre encore peut-être à plusieurs reprises. Et puis Remco Evenepoel, forcément, qu'on a moins vu sur la fin de saison suite à sa chute au Tour de Lombardie. C'est pareil, c'est la crème de l'exercice du contre-la-montre. Après, la différence entre les deux, et je pense qu'on y viendra très vite en parlant des classiques avec Guillaume, c'est que Evenepoel, c'est un gars, on ne sait vraiment pas où sont ses limites.
On pourrait même penser qu'il puisse réaliser des belles choses sur les grands tours, mais je pense qu'au-delà du contre-la-montre, en tout cas, il risque de remporter des classiques. Filippo Ganna, je dis pas qu'il n'est pas capable de performer dans d'autres domaines, mais c'est le pur coureur de contre-la-montre. Guillaume, sur Filippo Ganna, on a parlé assez largement de Ineos depuis ce début de cette parole Auto Chillers. On peut en reparler. C'est une équipe qui va chercher les classements généraux, mais c'est une équipe qui est suprême aussi dans les contre-la-montre. Elle a de nombreux talents, dont les anciens champions du monde de contre-la-montre avec Juan Denis. Là, Filippo Ganna, on peut en citer d'autres. Est-ce que le fait que Ganna soit chez Ineos lui a permis d'avoir ce niveau hors norme en contre-la-montre? Ouais, effectivement, la question dans la réponse, et Romain l'a déjà répondu. Il a marché un peu cette année sur les contre-la-montre. C'est le coureur qui est sorti du lot sur les contre-la-montre. Après, est-ce que la confirmation va venir l'année prochaine? Le Tour de France pourrait être une belle exposition pour lui avec deux longs contre-la-montre vraiment pour pur rouleur. C'est peut-être le retour d'un gars comme Tony Martin, un pur rouleur qui nous régale qui nous régale. Est-ce qu'on comparerait pas Filippo Ganna à Tony Martin et Rico Evenepoel à Fabian Cancellara, hein, Romain? Ah, c'est pas faux, c'est pas faux, ça me convient bien. On va faire les comparaisons tout à l'heure, vous verrez. Justement, peut-être parler rapidement des Français en contre-la-montre. On a un spécialiste maintenant, on n'a pas souvent eu dernièrement, si on peut appeler un spécialiste, hein, mais Rémi Cavagna fait de bonnes performances sur les contre-la-montre, mais c'est également un bon grimpeur, Rémi Cavagna. Est-ce que vous pensez pas que ce serait judicieux pour lui de se spécialiser uniquement sur le contre-la-montre et peut-être d'abandonner un peu ses qualités de grimpeur? Ou est-ce qu'il peut faire les deux même d'ailleurs? Ah ouais, je Moi, pense qu'il peut faire les deux, hein. ouais, oui. Je pense que c'est pas une bonne stratégie de se concentrer uniquement sur le contre-la-montre, surtout dans une équipe comme la Quick Step. Au final, quand on parlait de Filippo Ganna, Ineos, c'est ce ils vont lui faire travailler ça, ils vont lui demander d'être performant là-dedans. Vraiment, il va se focuser là-dessus, c'est sûr. Cavagna, Quick Step, il devrait plutôt, comme je disais, se rapprocher de Kamna. Ils se ressemblent un peu dans la prononciation de leur prénom. Je trouve qu'il devrait pas oublier ses capacités de grimpeur et il devrait même les travailler afin de pouvoir rivaliser dans la montagne et aller chasser des étapes plutôt que de se concentrer sur le contre-la-montre. Parce que le contre-la-montre, c'est tellement spécifique. C'est si peu représenté, je trouve. Ah, il y a Là, très peu de courses par an. ouais. Voilà, donc pour moi, Important. vraiment, Cavagna ne devrait pas se spécialiser dans le contre-la-montre, il devrait continuer à le travailler, mais il devrait aussi plutôt développer ses qualités de grimpeur pour pouvoir plus rivaliser en montagne, aller chercher des étapes et utiliser ses capacités dans le contre-la-montre pour être fort dans l'effort solitaire, D'où pour faire des échappées, pour vous en quelque conseillez sorte. peut-être plus de gérer ses qualités de grimpeur et d'aller chercher des victoires à étapes que faire justement une Cancellara et faire aller chercher des classiques en même temps des contre-la-montre. Ouais, c'est pas évident, c'est pas évident. Rémi Cavagna, pareil, on le découvre, on le connaissait quand même Ouais. pas très bien jusqu'à présent. Euh, pour moi, c'est notre plus grand talent en contre-la-montre depuis bien longtemps, hein. On a d'ailleurs deux, trois autres coureurs qui sont plutôt bons dans cet exercice en France et on n'avait pas connu ça depuis bien longtemps. Après, je le verrais plutôt typé rouleur justement que grimpeur. Et par rouleur, je veux dire baroudeur. Donc je pense que c'est le coureur qui sera plutôt j'allais dire un équipier ou lieutenant sur les classiques et qui, sur les courses par étapes, les grands tours, sera présent dans une équipe Quick Step pour jouer sa carte sur des étapes de transition, sur des étapes vallonnées, pas forcément sur des étapes de montagne. Et il peut ainsi aller nous chercher des belles étapes. On va continuer avec un autre grand, hein, Wout van Aert, on l'a vu au Tour de France, avec cette grande polyvalence qui a surpris plus d'un. Est-ce que c'est son point fort ou son point faible? Parce qu'au final, il est ultra polyvalent, mais il ne joue rien, c'est-à-dire qu'il ne joue pas le Mais il général. gagne tout. Oui, voilà, mais oui, je sais, c'est au niveau des classiques, mais il peut être par la suite, parce que là, il en reste jeune,
il peut être battu par meilleur que lui sur pavé parce qu'il ne s'est pas spécialisé dessus. Il peut être battu sur sprint parce qu'il ne s'est pas spécialisé dessus. Il peut être battu sur ci ou sur ça. Est-ce que justement, c'est pas son point fort et son point faible en même temps, sa polyvalence? Non, non, pour moi, c'est son point fort, tout simplement. On l'a vu cette saison. Il gagne sur le Tour de France, sur des arrivées un peu en montée, il gagne sur des sprints. On le voit sur les classiques cette année et sur le championnat du monde, il est aussi présent. Effectivement, d'ailleurs, peut-être en fait sur les classiques, c'est là où il se fait battre le plus. Euh, mais sur des étapes de grand tour, il est imprenable, j'ai l'impression. J'ai l'impression qu'il est imprenable sur Mm. des étapes de grand tour. Sur les classiques, il est aussi impressionnant, mais c'est vrai qu'il se fait battre sur les classiques. Mais sur les chasseurs d'étapes, à la Julien Alaphilippe sur le Tour de France, il est meilleur que lui. Et un de ses adversaires qui est Mathieu Van Der Poel, Romain, euh, c'est parti d'un des grands coureurs actuellement qui fait partie d'une équipe non World Tour qui est Alpecin Phoenix. Est-ce que pour toi il devrait quitter son équipe pour pouvoir s'épanouir et ne pas louper les grandes échéances? Disons qu'il fait un choix un petit peu différent de Wout van Aert. Qualité est né au cyclocross. Wout van Aert est allé vers une des armadas du peloton, Jumbo-Visma. Lui s'est tourné vers une équipe continentale pro, Alpecin Phoenix, mais qui lui permet aussi, j'allais dire, de se faire plaisir dans l'ensemble des disciplines du cyclisme. C'est vrai que Mathieu Van Der Poel, il a cette particularité, certes, de cette tournée maintenant vers la route, mais de vouloir continuer à aller chercher des titres en cyclocross, même pourquoi pas en VTT, avec dans un coin de sa tête les Jeux Olympiques. Et du coup, il tâtonne un petit peu, tout en étant performant dans tous les cas partout où il se rend. Et puis, il s'est fait sa renommée dans les opportunités qui lui ont été données, en remportant l'Amstel Gold Race l'année dernière, en remportant le Tour des Flandres cette année. Et lui semble ne pas vouloir partir de cette équipe, et je lui donnerai pas forcément tort dans l'immédiat, sachant que son équipe est de plus en plus invitée sur les courses les plus importantes. Et certes, il sera peut-être pas dans une équipe automatiquement invitée, mais à partir du moment où, dans certaines courses, je pense notamment au classique flandrienne, on se dira on peut avoir Mathieu Van Der Poel sur la ligne de départ, on choisira son équipe. Mm. Effectivement, sur les classiques, il va être invité à chaque fois, c'est pas un problème. Maintenant, est-ce qu'il veut aussi s'imposer sur des grands tours? Là, ça Bah, va devenir c'est ce qu'il a dit. Ça, c'est une autre question. C'est ce qu'il a dit à l'équipe hier, Et qui ben, vise une victoire d'étape sur le Tour de France 2021. ben, Voilà. je pense que s'il participe au Tour de France 2021, Peter Sagan peut avoir très très peur pour son maillot vert. Ça, pour moi, c'est un mec qui peut vraiment lui prendre le maillot vert. Mhm. Est-ce qu'il va être invité sur le Tour de France? Est-ce qu'il va être sur les grands tours? Comme disait Romain, son équipe n'est pas connue sur ces grands tours-là. Euh, Ça va être compliqué dans cette équipe-là, je pense, de briller sur les grands tours, d'être invité en fait sur les grands tours. À l'inverse, sur les classiques, il va pouvoir continuer et qu'il reste là, comme ça il peut choisir. Il n'est pas obligé de faire toutes les courses. Il peut choisir ses courses, un peu à l'image de Peter Sagan quand il a quitté la Saxo Tinkoff pour aller chez Bora. Il s'est offert cette liberté de pouvoir choisir ses courses. À l'inverse de Peter Sagan, Mathieu Van Der Poel, il n'a pas encore brillé sur le Tour de France, donc il ne sera pas automatiquement invité. Peter Sagan, lui, il disait je veux arriver sur le Tour de France. Prudhomme, il a invité Peter Sagan sur le Tour de France. Aujourd'hui, Mathieu Van Der Poel, il dit je vais aller sur le Tour de France. C'est pas sûr que Prudhomme l'invite sur le Tour de France. Mm. Ouais, à une limite près, c'est que l'année prochaine, Guillaume, il sera sur le Tour de France, c'est une certitude. Sachant que son équipe a terminé cette saison en tête de l'Europe Tour, donc, qui est le classement entre les équipes continentales pro, et que de fait, ils seront automatiquement invités au prochain Tour de France. Donc, du coup, ça lui permet de faire ce type de Effectivement. déclaration dans la presse. Et moi, je crois qu'en fait, justement, il mise sur le fait d'avoir une liberté en étant dans une équipe où globalement, comme véritablement étoile montante, il n'y a que lui, où du coup il peut choisir ses courses et où il se dit que s'il aide cette équipe à se développer, elle rejoindra peut-être d'elle-même le World Tour en continuant à performer. On a cité d'autres coureurs.
enfin qu'on n'a toujours pas parlé. On a parlé beaucoup donc de Wout van Aert et de Mathieu Van Der Poel. Est-ce que vous voyez d'autres révélations qui peuvent concurrencer ces deux-là? Parce que ces deux-là ont beaucoup gagné cette année. Je vous les répète, hein, peut-être avec Mats Pedersen, Remco, non, on a déjà parlé un peu de Remco Evenepoel, mais aussi Mark Hirschi qui a fait une grosse saison cette année, qu'on peut peut-être comparer à un ancien Suisse qui est d'ailleurs son mentor, Fabian Cancellara. Est-ce que vous voyez ces deux-là, par exemple, concurrencer Van Der Poel et Van Aert? Moi, je dirais pas concurrencer parce que pour moi, ils sont pas dans le même exercice, justement. On sait qu'on a tendance à dissocier en cyclisme les classiques pour puncher, type Liège-Bastogne-Liège, la Flèche Wallonne, les Ardennaises, mais aussi d'autres courses comme par exemple le Tour de Lombardie en fin de saison, des classiques pavés comme le Tour des Flandres et Paris-Roubaix. Certes, on compare Cancellara, enfin Hirschi à Cancellara, mais pour moi, certes, c'est son mentor, mais Hirschi est plus porté sur les Ardennaises alors que Cancellara était un coureur de Flandrienne. Et donc, ils vont pas forcément en fait beaucoup être opposés. Hirschi à Van Der Poel et Van Aert, qui eux seront beaucoup sur les classiques pavés. Donc pour moi, leur ascension aux uns et aux autres ne seront pas empêchés. C'est-à-dire que Marc Hirschi, pour moi, va performer sur les Ardennaises de nouveau, dès l'année prochaine. Pour moi, c'est le plus grand rival désormais de Julien Alaphilippe à court terme. Et Van Der Poel, Van Aert, avec pourquoi pas quelqu'un comme justement Mats Pedersen en arbitre, ce sera le duo, trio de coureurs pour se jouer les grandes victoires sur le Tour des Flandres, Paris-Roubaix, avec pourquoi pas en vieux briscard maintenant Peter Sagan aussi lui en arbitre. Moi, je rajouterais une petite nuance. Je vois quand même Wout van Aert essayer d'aller taper des Ardennaises. Euh, je sais pas ce que tu en penses, mais Wout van Aert, Ouais. assez impressionnant, quand même une force physique dans ses montées. Je le vois vraiment aller taper des Ardennaises et donc du coup venir en concurrence avec Mark Hirschi et Julien Alaphilippe. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Je pense que Van Aert a prouvé cette année qu'il avait une polyvalence encore plus importante qu'on l'imaginait déjà. Pour Marc Hirschi, je ne connais pas ses références sur les classiques pavés. Je pense qu'il se concentrera sur les Ardennaises, quitte justement à pouvoir participer en même temps, mettre à son calendrier un grand tour pour aller chercher les étapes, comme il l'a fait de si belle manière cette année sur le Tour de France, où il a également été élu super combatif au-delà de gagner une étape. Quel coup de cœur quand même Mark Hirschi sur ce Tour de France et sur les courses qui ont suivi. Franchement, il fait plaisir à voir. Il fait vraiment Ah, plaisir à voir ce formidable. coureur. Un des coureurs qui m'a le plus plu et qui a fait aimer le cyclisme en 2020, assurément. C'est vrai que un peu le dynamiteur, le puncher de ce Tour de France cette année, Comme l'avait fait Alaphilippe deux voilà, ans avant, pardon. l'année précédente c'était Julien Lafilippe et justement, je fais la transition avec les Français. On les répète, Benoît Cosnefroy, Rémi Cavagnan, on en a parlé un peu avec le contre-la-montre, Valentin Madouas. Euh, Est-ce que Julien Alaphilippe est parti pour gagner quelques classiques? Bon, il est parti pour gagner quelques classiques. Là, ça, on doit être d'accord dessus. Mais est-ce qu'il y aura une relève? Parce il a 28 ans, Julien. Est-ce qu'il y aura une relève au niveau de la next-gen? Moi, je Bah, pense pas aussi fort que lui. Je sais pas ce que tu en penses, Guillaume. c'est Du vrai que talent, oui, mais il est aussi fort que lui, c'est compliqué quand même. aussi fort, aussi complet que lui, je pense pas effectivement. Aussi le problème de la next gen aujourd'hui, euh, c'est qu'en fait Julian il est encore là et il va être encore là pendant quelques années. Oui. Donc je pense que le coureur qui va remplacer Julian, il est pas encore professionnel et on l'a pas encore vu et il n'est pas parmi les noms qu'on a cités. En termes français, pour moi. Et vous parlez Ouais. des routes pavées. Est-ce que on sait que c'est quelque chose d'important, un peu comme le Tour de France, le Tour de France en général, ou dans le tennis, Roland Garros. Quand un grand événement se passe chez nous, le Paris-Roubaix chez les classiques, c'est quelque chose d'important pour les Français et pour le grand public. Est-ce que on a une chance prochainement avec cette nouvelle génération qu'un Français puisse la gagner? Ouais, moi je pense que hormis un coup d'éclat, c'est peu probable. Je dirais même que on a la chance, bien sûr, d'avoir
une génération de coureurs français, de nouveau d'un talent certain, alors qu'on avait eu un trou quand même, hein, qu'on le veuille ou non, même si on les appréciait bien dans les années 2000. Donc là, on a de nouveau une belle génération française qui est performante à peu près sur tous les terrains. Ça pourrait faire l'objet aussi d'une autre parole et chillers, y compris au sprint, ce qui n'est pas un domaine dans lequel on s'exprimait forcément très bien. En revanche, pour moi, s'il y a un domaine où on est véritablement plus faible que d'autres nations, que la Belgique, que les Pays-Bas, que le Danemark, pour citer ces trois pays, c'est les classiques pavés. Effectivement. Effectivement, le classique pavé, je pense qu'on n'est pas prêt de voir un Français remporter Paris-Roubaix. À l'inverse, pas l'inverse, mais une équipe française avec AG2R, là, on a une chance de voir une victoire d'une équipe française avec l'armada que AG2R est en train de se construire pour les classiques. Ils ont une grande chance de gagner. Et je ne sais pas si tu veux parler des Ardennaises, par exemple, ou d'abord, Romain, si tu veux un peu parler de Paris-Roubaix et de la chance pour toi d'AG2R de remporter Paris-Roubaix. Ouais, pour le coup, effectivement, AG2R a des bonnes chances de performer à Paris-Roubaix. Pas une équipe qu'on était habitué forcément à trop voir, hormis ici, depuis peu avec Oliver Nassen. Là, ils sont en train de se créer une belle équipe. Je citais plutôt dans le débat Greg Van Avermaet, qui est pas du tout de cette nouvelle génération, mais qui aura encore des opportunités, je le pense. Donc effectivement, il y a peut-être plus de chances à l'image d'AG2R de remporter cette course avec un coureur pas nécessairement français, mais dans une équipe française qui serait l'équipe AG2R, d'ailleurs l'année prochaine AG2R Citroën, plutôt qu'une victoire d'un Français. Alors que dans les Ardennaises, à l'image de Benoît Costefroy, qui avait été vraiment intéressant derrière Marc Hirschi, je pense notamment sur la Flèche Wallonne, mais aussi Valentin Madouas. Valentin Madouas qui peut aussi jouer le classement général sur des courses d'une semaine, voire pourquoi pas sur 3 semaines. Il s'était exprimé sur le Giro. On peut avoir des coureurs français qui, je ne sais pas, remporteraient des Ardennaises, mais en tout cas iraient grappiller une place sur le podium. Ça probablement. Après, sur les classiques pavés, je pense que ce sera plus compliqué, comme je le disais juste avant. Pour moi, Benoît Cosnefroy, il m'a vraiment surpris sur les Ardennaises parce que au Tour de France, bon, il avait son maillot à poids, mais il me paraissait un peu ridicule à jamais réussir à prendre les échappées en deuxième semaine, en troisième semaine. Et je le voyais un peu comme un coureur chanceux d'être là et d'avoir son maillot à poids. À l'inverse, quand je l'ai vu attaquer dans les montées finales sur les Ah, Ardennaises, ça n'a rien à voir, hein, c'est sûr. j'étais là, mais pourquoi il a pas pris les échappées au Tour de France, quoi? Genre, ça avait rien à voir, deux visages. Et alors au final, il fait une très bonne saison parce que il porte le maillot à poids pendant longtemps sur le Tour de France et derrière il fait des bonnes places sur les Ardennaises, quoi. Donc au final un grand espoir parmi les Français. Moi je vois bien Benoît Cosnefroy le plus performé ouais, le plus performé entre Benoît Cosnefroy, Rémi Cavagna et Valentin Madouas. Ouais, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi et je suis vraiment satisfait de sa campagne des classiques là, pour terminer sa saison, où il a montré qu'il avait franchi un palier. Lui qui a été champion du monde sur route espoir en 2017, hein, l'année avant Marc C'est Hirschi, ça. justement, il prouve vraiment que le potentiel il a et qu'il est en passe de transformer l'essai, comme on dirait avec Guillaume. Et je crois qu'on le reverra sur ces courses-là. Pour rappel, cette année, c'est deuxième de la Flèche Wallonne, c'est également troisième de la Flèche Brabançonne. Première course remportée avec le maillot arc-en-ciel pour Julien Alaphilippe. Ça place le garçon qui a également terminé deuxième de Paris-Tour. Je crois que sur les classiques, il est vraiment dans son domaine de prédilection. Sur le Tour de France, il viendra se faire plaisir à l'image du maillot à poids qu'il a porté plusieurs jours. Mais c'est sur les courses d'un jour où il est capable de nous surprendre. Ben, on espère en tout cas parce que on a eu d'anciens espoirs en France notamment, bah, pas il y a pas longtemps, hein, aussi Lilian Calmejane qui a 27 ans, qui a pas confirmé pour le moment, Kenny Elisson malheureusement non plus, ou encore Pierre Latour aussi dernièrement qu'on avait un grand espoir pour lui. On espère que les trois qu'on a cités seront un peu plus confirmés, en tout cas dans Ouais, et puis ces prochaines années.
Être, je disais, champion du monde espoir, justement, ça n'assure pas toujours, comment dirais-je, de performer en élite. Tu disais côté français, des espoirs qu'on a pu avoir, on peut penser à Romain Sicard, champion du monde sur route espoir en 2009 et qui fait une bonne petite carrière, mais qui au final aura jamais confirmé Mhm. les espoirs qu'on avait fixés pour lui. Bien, on va conclure avec une dernière petite question plus triviale, si je peux dire comme ça. On a parlé donc de trois types de coureurs, des coureurs qui vont gagner des grands tours, les chasseurs d'étapes dans ces grands tours, ainsi que les coureurs, les chasseurs de classiques. Si vous avez l'opportunité de faire votre petit dream team, hein, c'est-à-dire trois coureurs, une de chaque spécialité, donc un leader, un chasseur d'étape et un chasseur de classique, qui prendriez-vous sur cette Dream Team? Est-ce qu'il y en a un Que qui tu veut démarres, commencer? Guillaume, ou moi? Allez, Guillaume. Je sens que tu sais déjà, tu as déjà dans ta tête ta Dream Team. Effectivement, effectivement, mais j'hésite entre mon Et Peter équipe de Sagan, ça rêve. ne compte pas. Pourtant, Ni Fabian Cancellara. Hein. Non, ni Fabian. Non, un peu moins nouvelle génération, tu vois. non, mais alors, j'ai pensé, il y a mon équipe de rêve pour gagner et mon équipe de rêve coup de cœur. Ça marche, vas-y, je t'en prie. Bah, je vais donner mon équipe de rêve coup de cœur. Pour moi, l'équipe de rêve coup de cœur, c'est Hindley, Godu et Hirschi. Ah, c'est beau, Bah, pas c'est beau. mal, pas mal. Et, Et l'autre, du et coup? assez inattendu comme ça. Et l'autre, bon, je laisse Romain dire son équipe de rêve gagnante et je vous dirai si c'est Ça différent. marche, Mais ça marche. je pense que ça va être les mêmes. Ah, celle des gagnants. Celle des gagnants, je dirais du coup effectivement pour les grands tours, Tadej Pogacar. Ouais. Voilà, son Tour de France m'a beaucoup beaucoup plu. Derrière, chasseur d'étapes, bah tiens, là, je vais peut-être te surprendre un petit peu, mais c'est à la fois pour moi une bonne certitude, mais un coup de cœur de cette année, Lennard Kämna. Ouais, tu me surprends pas. Euh, pas tant que ça finalement. Et sur les classiques, une vraie hésitation entre trois, hein, entre Wout van Aert, Mathieu Van Der Poel et Remco Evenepoel, mais ouais, je vais sortir du lot Remco Evenepoel, tiens, qui est pour moi la sensation de cette année. On connaissait un petit peu mieux les deux autres. Yes, bah voilà. Moi, j'avais mis Mathieu Van Der Poel juste en différent. Mais Ok, les ah trois. bah les- ça ressemble. Mais j'ai bon espoir pour Hirschi pour gagner, hein. J'ai bon espoir dans mon équipe coup de cœur. Hirschi va rapporter des victoires. Ah, Ouais. mais Marc Hirschi, oui, je pense que c'est une belle certitude aussi, Mais de au-delà toute du façon, coup tous de ceux cœur. qu'on a dit aujourd'hui ont quand même bon, l'assurance de faire quand même une carrière plus Oui, qu'honorable. après, si tu veux résumer, quand même, moi, je mettrais des limites sur Henrik Mas, par exemple. Je pense que ça va rester quelqu'un qui va être placé, mais qui va pas faire tant parler que ça de lui. Ça serait une limite que je mettrais sur les personnes qu'on a citées aujourd'hui. Mhm. Euh, et après, un Joao Almeida aussi, je pense que il va être un peu limité comme un Henrik Mas. Donc si je regarde, et après si je regarde dans les vainqueurs d'étapes, enfin les coureurs de classique, je pense qu'on va avoir du beau monde quand même. C'est Ouais, vrai que. peut-être une limite, bien sûr, comme on le disait, même si on espère qu'ils vont nous régaler pour nos Français, qui sont très talentueux. Mais voilà, la génération qui est en train d'arriver est vraiment exceptionnelle. Et je dirais qu'on a des très bons Français, mais c'est peut-être pas des coureurs exceptionnels. On en a déjà un en activité avec lequel on se régale, c'est bien sûr Julien Alaphilippe. Et on est ravis de savoir que l'année prochaine, on le verra encore sur des classiques et des grands tours, sans doute le Tour de France avec le maillot de champion du monde. Tu as bien conclu, mon cher Romain. Tu ferais pas animateur, toi, par hasard? C'est Euh, possible, c'est possible. on va en finir là. Notre deuxième parole est au chiller sera retrouvée sur YouTube en deux parties, je pense, parce que évidemment on ne s'est pas tenu comme d'habitude. On a fait 1 heure, voilà, de parole est au chillers. On le décomposera en deux parties. On fera les coureurs de tour ainsi que les chasseurs d'étapes en première partie pour enfin conclure sur les coureurs de classique en deuxième partie. Voilà, donc merci messieurs pour cette
pour cette belle parole auto chillers. Il y a eu de la qualité dans cette deuxième parole auto chillers. Et puis on se retrouve bientôt pour une autre parole auto chillers avec d'autres sports, évidemment, du tennis, du rugby. Je sais que vous serez là pour le rugby, j'en suis sûr. Évidemment, évidemment. À Et bientôt. merci à toi. À Allez, bientôt. bonne soirée à tous ou bonne journée aux auditeurs qui nous écoutent sur YouTube. Allez, salut.